Good morning again. Le président, bonjour à nouveau. Bonjour à vous, à nouveau. I give back the floor to... Le président, je redonne la parole au bureau du procureur. Vous avez la parole, monsieur, pour poser vos questions. Your Honor, if you allow me just 15 seconds. Monsieur MacDonald, monsieur le président, si vous m'accordez 15 secondes, juste 15 secondes. Monsieur Mangou, pour revenir sur la période du 9 au 11 avril, est-ce que avez-vous eu connaissance de la réaction de M. Gbagbo ou de son gouvernement à ce moment-là en termes de communiqué? Non. Est-ce que vous-même avez suivi les événements à la télé entre le 9 et le 11? Je ne parle pas de l'arrestation de M. Gbagbo, mais antérieurement à la réaction ou quelques commentaires de M. Gbagbo? Non. À part, bien sûr, l'interview. Juste pour préciser, quelle interview faites-vous référence? Parce que le 9, il avait reçu des journalistes internationaux où il était revenu sur le résultat de l'élection et où il avait dit que c'était les militaires qui avaient demandé le cessez-le-feu et qu'il fallait que les civils se retrouvent pour se parler entre eux. Et ça, vous avez entendu cela, donc? Oui. Suite à l'arrestation de M. Gbagbo, et vous y avez fait référence déjà hier, et je cite donc le transcrit du 25 septembre, RT, page 10, ligne 4 et suivante, où vous avez mentionné que vous vous êtes rendu au Golfe. Alors, expliquez-nous un petit peu, qu'est-ce qui vous amène au Golfe? Est-ce que c'est vous-même qui vous rendez là? Est-ce que vous avez été convoqué? Expliquez-nous les circonstances, s'il vous plaît. Donc, suite à l'arrestation de M. Gbagbo, très choqué par cette arrestation, la première chose que j'ai faite, c'est d'appeler le Premier ministre Soro pour lui demander de faire en sorte que le président ne soit pas tué. Et le Premier ministre m'a dit qu'il n'y a pas de problème, que ce sont les instructions du président de la République. Le président Alassane a décidé qu'on ne touche pas au président Gbagbo. Je l'ai donc remercié et je me suis dit qu'il faut que j'aille au Golfe pour faire allégeance. Donc, j'ai pris contact avec le général Berena pour dire que je souhaitais me rendre au Golfe. Mais avant de partir, j'ai appelé le Premier ministre à Finguessan pour lui dire, Monsieur le Premier ministre, je vous rends compte que je vais au Golfe pour faire allégeance. Il m'a dit, non, 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 ne partez pas, il faut qu'on se serve de l'armée pour négocier. J'ai dit non, je vais faire allégeance. Et c'est comme ça que je me suis rendu au Golfe
Là également, dans les transcrits que j'ai lus avant de venir, c'était marqué la date du 13, mais ce n'était pas le 13, c'est le 12 avril, le lendemain, que je suis allé faire allégeance au Golfe. Donc, toujours les transcrits de votre déclaration. De ma déclaration. Et étiez-vous seul? Est-ce qu'il y avait d'autres généraux qui vous ont accompagné, qui se trouvent sur place? Alors, ici, le général Djebi, dans son témoignage, a dit que c'était le général Mangou qui a convoqué les officiers à sa résidence à Abobo. Ce qui est faux. Je ne suis jamais à Abobo. Ma résidence n'est pas à Abobo, c'est faux. Moi, je sais que le général Berena m'a donné rendez-vous à ma résidence officielle, à Cocody. Et c'est de là qu'un véhicule blindé de l'ONUCI est venu me chercher. Chaque officier est parti par ses propres moyens. On n'est pas parti regroupé. Chaque officier est parti par ses propres moyens. Donc, on a dû attendre. Moi, je suis arrivé aux environs de 9h, 9h30. On a dû attendre que tout le monde soit là pour commencer la cérémonie. Mais j'ai quand même informé le ministre Ahmed Bakayoko de mon intention de venir faire allégeance. Est-ce qu'il y a eu retransmission de cette, Oui. de cette allégeance? Oui, cette cérémonie de prêter allégeance? Oui, elle a été retransmise. Très bien. J'aimerais qu'on revienne sur les moyens organiques du SECOS. Non, écoutez, avant de se faire, on va poursuivre avec le mois d'avril. On reviendra. Avez-vous participé? Quels sont vos... Lorsque vous prêtez allégeance, donc vous êtes le chef d'état-major des FRCI. C'est bien cela? Non. J'étais toujours pas chef d'état-major, mais je suis allé en tant que membre des forces de défense et de sécurité. Les FRCI, il y avait Bakayoko qui était encore là. Donc, quelle est votre fonction suite à cette cérémonie du 12? Alors, je me suis aperçu que beaucoup de militaires n'avaient pas combattu. Beaucoup n'avaient pas combattu et ils étaient souvent pris à partie par leurs frères d'armes. Il y en avait qu'on poursuivait même dans les quartiers. Donc, j'ai décidé d'aller faire allégeance au nom de toutes les forces. Mais quand nous sommes arrivés, et là c'était bien fait, quand nous sommes arrivés, on a permis à chaque commandant de force de prendre la parole et de parler au nom des entités qu'il commandait. Donc, le premier à prendre la parole, ça a été le directeur général de la police nationale, le général Brendou, qui a parlé au nom de la police nationale. Ensuite, le général Kassaraté, au nom de la gendarmerie nationale. Et moi, j'ai pris en fin de compte la parole pour parler au nom de tous les militaires. Par la suite, comment étiez-vous impliqué dans les jours, semaines qui suivent? Que faites-vous? À l'issue donc de la cérémonie d'allégeance, le président Alassane Ouattara m'a reçu dans une chambre faisant office de bureau, puisqu'il était au Golfe, en compagnie du ministre Amontano. Et le président m'a dit ceci: bon, mon général, je vais vous reconduire
dans vos fonctions de chef d'état-major. Donc je lui ai dit, Monsieur le Président, vraiment, je suis un peu fatigué. Vous savez que pendant près de 10 ans, je suis sur le terrain. Je suis un peu fatigué. Et puis, j'ai été chef d'état-major du président Laurent Gbagbo. Les gens ne comprendraient pas que je sois encore votre chef d'état-major. Ils auront à redire. Donc le président Alassane m'a dit, non, c'est pas ça. Parce que moi, j'entends travailler dans le cadre de l'accord politique de Ouagadougou pour réunir les deux armées. Donc vous allez assumer le commandement pendant un temps et le moment venu, nous allons vous remplacer. Donc j'ai accepté ce que m'a dit le président. Je me suis mis au garde à vous, je l'ai salué et je suis ressorti. Juste une petite question pour tenter de régler cette création des FRCI. Alors, je comprends que tout à l'heure, ou dans votre témoignage précédemment, vous faites référence au FAFN. Quand est-ce qu'il y a eu mutation à votre connaissance des FAFN et qu'il y a l'acronyme donc FRCI, Force républicaine de Côte d'Ivoire? Est-ce que vous vous rappelez de la date qu'il y a création donc des FRCI? Alors, au départ, nos frères qui étaient venus nous attaquer, quand on les désignait, c'était sous le vocable de forces rebelles. Eux-mêmes, c'était les forces armées des forces nouvelles, FAFEN. Dans le cadre de l'accord politique de Ouagadougou, qui a été signé le 4 mars 2007, les forces républicaines de Côte d'Ivoire, les FAFEN, ont fait leur mutation. Il est bien de préciser que toutes les discussions qui ont eu lieu à Ouagadougou concernant les questions militaires, aucun militaire ivoirien n'a assisté au débat sur les questions militaires. Ceux qui s'y sont rendus, c'était le ministre Tagro et Koné Navigué qui ont discuté de ces questions et qui font qu'on a accepté des choses extrêmement dures pour les FDCI. J'ai dû, à mon corps défendant, faire des tournées pour apaiser nos hommes, pour leur dire que l'intérêt, c'est l'intérêt de la Côte d'Ivoire et qu'il fallait qu'ils fassent violence sur eux-mêmes pour que nous allions à la paix. Alors que les FAFEN partaient avec leurs militaires pour discuter des affaires militaires, nous, c'était Tagro et Navigué qui sont partis. Donc, dans le cadre de l'accord politique de Ouagadougou, l'accord même a défini 2 armées pour la Côte d'Ivoire. 2 armées. Une armée au nord, une armée au sud. Donc, à partir de l'accord, ils ont fait leur mutation. Et ils sont devenus forces républicaines de Côte d'Ivoire. Parce que ici... Oui, alors si on pouvait peut-être aller à l'essentiel, si vous Oui. voulez. Non, c'est pour dire que ces forces ne sont plus forces rebelles. Parce que pour le procès, ça compte. Hein? Elles sont devenues une force républicaine de Côte d'Ivoire. Elles ne sont plus forces rebelles. Parce que quelle est cette armée rebelle dans le monde qui, émarge au budget de l'État
2. Lors des tournées du président de la République, présente une troupe en présence du drapeau de l'État. Après le passage en revue, fait demi-tour, salue le président et se met sous ses ordres. Quelle est cette armée rebelle où le président de la République prend un décret, le président Laurent Gbagbo prend un décret, nomme des officiers au grade de généraux, nous fait faire un travail d'harmonisation pour les grades antérieurs. Quelle est cette armée où nous-mêmes, nous avons envoyé des gens pour faire des visites médicales, le recrutement. Donc ce n'est pas une armée rebelle, c'est une armée au même titre que les FDCI. Et ça, il faut bien le comprendre. Pour la suite du débat, parce que quand on va parler de « non, mais ce sont les rebelles qui ont chassé le président Gbagbo », ce n'est pas vrai. C'est la deuxième armée de Côte d'Ivoire qui l'a chassé, qui n'est pas contente et qui l'a chassé, ce n'est pas des rebelles. Ce n'est pas des rebelles. De même, quand on dira, mais ceux qui sont au Golfe, qu'est-ce qu'ils sont allés faire? Mais c'est l'armée, on a reçu des missions de sécurisation sur toute l'étendue du territoire. Donc ceux qui sont au Golfe, c'est des Ivoiriens, des personnalités ivoiriennes, et ces gens sont allés les sécuriser. Donc il faut bien qu'on comprenne. Il faut bien qu'on comprenne. C'est eux qui sont allés discuter à Ouaga et qui nous ont ramené ça. Des décisions difficiles d'application pour nos hommes, mais Dieu merci. Je voudrais féliciter nos hommes ici. Eux, ils l'ont compris. Ils l'ont compris. Parce que quand j'ai fait mes tournées, mes hommes me disent, mais donc mon général, il vaut mieux d'être rebelle, d'aller contre son pays que d'être loyal. Ça, ils me posaient la question. Je leur ai dit non, ne voyez pas les choses comme ça. Ce que nous voulons, c'est la paix pour notre pays. C'est la paix pour notre pays. Nous vous demandons d'œuvrer et d'avoir à l'esprit l'intérieur, avoir à l'esprit l'intérêt supérieur de la nation. Donc tout ce qui est dans l'accord, ça c'est pas nous les militaires, hein, parce qu'aucun militaire ivoirien n'est parti discuter des questions militaires à Ouagadougou. Il y avait Tagro, il y avait Konaté Navigué. Mais, Monsieur le Président, rassurez-vous, les erreurs de ces gens, il y en a plein. Et je suis prêt à parler de tout cela. Donc, c'est ce que j'allais vous demander de clarifier. Lorsque vous faites référence à Ouagadougou, il y a un nom, c'est bien Konaté Navigué. Et le ministre Agro qui ont discuté des questions pour côté FDCI pour les militaires. Donc, le responsable des jeunes de la jeunesse du FPI, M. Konaté Navigué? C'est un jeune aussi. C'est aussi un jeune. Très bien. Alors, j'aimerais juste qu'on continue, peut-être qu'on revienne au mois d'avril. Parce qu'il y a deux... Maître Andry? Je voudrais rassurer mon confrère, ce n'est pas une objection. Monsieur le Président, juste comme je voudrais d'abord m'excuser auprès de votre Chambre, on aurait dû le faire avant. Voilà. Nous souhaiterons avoir 2 minutes, pas plus, à la fin de cette session, pour nous adresser à votre Chambre en dehors du témoin. Juste 2 minutes, ce ne sera pas long. In private session or in open? En audience publique ou à huis clos partiel, maître? En audience publique, ça ne gênerait pas, mais en dehors du témoin. OK. Merci. D'accord, d'accord, merci. Oui, Monsieur MacDonald. Avez-vous participé au mois d'avril à la démobilisation de quelques groupes que ce soit?
Effectivement, donc après le 12 avril, je n'ai pas la date précise, il y avait une opération de désarmement et le général Gueux m'en a parlé. Et avec le général Gueux, nous nous sommes rendus donc à Yopougon, en face du commissariat de Yopougon, pour une cérémonie de désarmement. Elle devait donc commencer à 9 h, mais il faut dire que les combats venant à peine de prendre fin, les éléments qui étaient en armes, pour certains avaient peur et venaient au compte-gouttes. Mais on a pu récolter quelques armes. Et ce que moi j'ai reconnu sur place, il y avait Magui, le tocard, il y avait Eugène Dué, que j'ai vu, quelques éléments qui vraiment ont déposé des armes, ont déposé des munitions. Moi-même, je suis intervenu pour dire que la guerre est terminée et qu'il faut débarrasser le pays d'armes. Donc, il faut déposer les armes pour permettre à notre pays de reprendre le développement. Voilà, donc, effectivement, j'ai assisté à cette cérémonie de désarmement. Alors, j'aimerais appeler l'élément de preuve vidéo CIV OTP 0047 0650. Il s'agit d'une autre vidéo, Madame le greffier, qu'on va vous demander de... Ça va être de la minute, donc du début, vers environ la minute 2:13 qui prend fin. Il y a une transcription également qui est disponible, dont j'ai une copie ici, si nécessaire. On va m'indiquer le tab de ce transcrit. Juste un instant, si vous voulez, pour que je puisse je vais dire le RN, CIV, OTP 0048 1654 et c'est à l'onglet 302 pour nos collègues de la transcription, traduction. Sinon, on en a une copie papier. Nous formons aujourd'hui les forces républicaines. Pacification du district d'Abidjan. L'appel du Premier ministre invitant les miliciens à déposer les armes a été entendu. Des miliciens pro-Gbagbo retranchés à Yopougon ont décidé de déposer les armes. Serge Ngongomé, Thierry Manglé à Guité. C'est parti. Le geste des miliciens de Yopougon a été salué par le général Philippe Mangou. Le chef d'état-major des armées a lancé une invitation à l'endroit des soldats et miliciens qui seraient encore dans la clandestinité. Le constat est clair et net, il y a eu beaucoup de morts,
Il y a eu beaucoup de blessés, handicapés à vie. Beaucoup de sang a coulé en Côte d'Ivoire. Et nous disons, trop c'est trop, il est temps d'arrêter. Tous ceux qui sont encore réticents, qui tiennent les armes à la main, de leur dire de venir tout simplement déposer les armes. Parce que comme le dit notre hymne national, le pays nous appelle et le pays appelle tous ses enfants sans exception. Pour ceux qui sont sortis, je pense que les moments d'angoisse, les moments de peur sont passés. Nous sommes, nous, FCDS, et avec les ex-FAFEN, nous formons aujourd'hui les forces républicaines. Les miliciens pro-Gbagbo ont exprimé une inquiétude au cours de cette rencontre. Nous voulons interpeller la conscience de tout un chacun ici présent. Pour dire, il y a des gens qui ont pris les armes hier, qui se sont battus à Yopougon, à visage découvert. Ils se disent, quand ils déposent aujourd'hui les armes, ils sont en danger. La réponse déjà donnée par le président de la République est reprise ici par le commandant Ouattao. Tout sauf ça, il n'y aura pas de représailles. Nous avons décidé d'aller à la paix, nous allons à la paix. Sauf ceux qui veulent se faire des caïds. Donc quand tu veux te faire un caïd, nous on te mate, c'est normal. Mais celui qui n'a pas décidé d'être un caïd, nous ne sommes pas prêts à te mater. Donc nos frères sont prêts à venir. Nous les accueillons à bras ouverts et nous leur rassurons qu'il n'y aura pas de poursuite contre eux. Cette cérémonie de désarmement à Yopougon est le résultat de plusieurs rencontres entre Eugène Dué, représentant des miliciens, et le commandant Chérif Ousmane des forces républicaines de Côte d'Ivoire. Avez-vous reconnu ces images, M. Mangou? Oui, Est-ce la cérémonie à laquelle vous faisiez référence? c'est bien ça. Connaissiez-vous, pour l'avoir déjà vu ou rencontré, peu importe, Guy Berti, qui a Non. été présenté? Non. Monsieur. Maître Andry? Et à monsieur le procureur la date donc, de cette vidéo, parce que nous ne l'avons pas. Elle nous est aussi inconnue, Monsieur le Président. Le témoin a mentionné certaines infos et je vais revenir, je peux lui demander de préciser. Monsieur le témoin, Monsieur Mangou, Le président, mais posez-lui la question, Monsieur Mangou. Est-ce que vous vous souvenez de la date à laquelle cette vidéo a été filmée? Est-ce que vous vous souvenez de la date de cet événement, de ce que nous avons pu voir sur cette vidéo? Monsieur le Président, la première semaine qui a suivi le 12. Parce que nous avons fait l'allégeance le 12. Je crois 3 à 4 jours après,
nous nous sommes rendus sur le terrain. Thank you. Merci. Est-ce qu'il y avait encore des combats à Yopougon à ce moment-là? Alors, il y avait quand même pas de combat, mais quelques tirs sporadiques, surtout du côté de Lokodiro. On entendait encore quelques tirs sporadiques. Très bien. Alors, j'aimerais maintenant revenir sur le sujet du SECOS et leurs moyens organiques. Et je vais me référer à ce que vous avez dit précédemment dans votre témoignage. Donc, hier, 25 septembre, RT, page 20, ligne 8 à 13. En discutant des moyens organiques et l'armement donc du SECOS. Et je cite, « Et au fil des missions, on s'est même aperçu que le SECOS a été doté de mitrailleuses lourdes 12-7, de mitrailleuses qui peuvent effectuer des tirs jusqu'à 1200 mètres. Le SECOS a été doté de RPG. Le RPG, on s'en sert pour lancer les roquettes non guidées. Et il y avait même des grenades offensives et des grenades défensives. Êtes-vous capable de nous expliquer ou de nous situer à votre connaissance quand le SECOS aurait-il reçu ce type d'armement? Je ne pourrais pas vous dire avec précision quand le SECOS a reçu, mais ce que je peux vous dire, c'est que la proposition de la création du SECOS m'avait été confiée et le président m'a dit c'est une unité de lutte contre le grand banditisme. Donc, fort de cette information, l'armement que nous avons mis dans le test que nous devions présenter au président, c'était des PA et à la rigueur des Kalash, puisque c'était pour lutter contre le grand banditisme. Et quand le SECOS a été créé, c'était l'armée qui devait mettre à la disposition du SECOS des éléments, puisque le SECOS était composé de gendarmes, de militaires et de policiers. Au départ, le SECOS travaillait conformément à sa mission reçue, faisait le maillage de la ville d'Abidjan, mais au fur et à mesure qu'on avançait dans le temps, le SECOS ne jouait plus son rôle, le rôle qui était le sien, et on l'a vu progressivement dans la réglementation de la circulation à Bassam, on l'a vu sur l'autoroute, en piétant même souvent dans les domaines de la police et de la gendarmerie. Et au fur et à mesure qu'on avançait dans le temps, on a vu que le SECOS avait des 12-7, avait des RPG et même avait des grenades. Vous-même voyez la section qui est intervenue. Le BMO, c'est la brigade de maintien de l'ordre. Or là, ce n'est pas une mission du SECOS. Or, ces armes dont dispose le SECOS, ce sont véritablement des armes de guerre. Quand vous prenez le RPG, c'est pour la destruction des engins blindés. On ne lutte pas contre le grand banditisme avec le RPG.
Quand vous prenez la 12-7, la 12-7, c'est une mitrailleuse lourde qui peut effectuer des tirs jusqu'à une distance de 1200 mètres. Quand vous prenez les deux grenades offensives et défensives, il y a une différence à ce niveau. La grenade offensive, elle est constituée de poudre d'explosion. Quand vous la balancez à l'extérieur, l'effet qu'elle produit sur le personnel est moindre parce que vous avez des bras coupés, vous pouvez avoir une jambe coupée et cette grenade est généralement utilisée dans les assauts. Quand vous prenez la grenade défensive, elle est constituée de coques métalliques, ce qui fait qu'à la fragmentation, quand vous prenez une coque métallique dans le corps, c'est mortel. Donc cette grenade, elle est plus dangereuse que la grenade offensive. Et généralement, cette grenade est utilisée pour stopper la progression de l'ennemi. Donc au vu de ces grenades, ça ne va pas, au vu de ces armements, ça ne va pas de pair avec la mission du SECOS. Monsieur Mangou, j'aimerais parler, merci pour ces explications de grenades offensives, défensives. J'aimerais vous poser une question au niveau de grenades lacrymogènes. Oui. Selon vous, est-ce qu'une grenade lacrymogène peut être aussi mortelle? Et si oui, expliquez-nous dans quelles circonstances qu'elle peut devenir mortelle. Oui, et la grenade lacrymogène, c'est le moyen conventionnel qu'on utilise pour le maintien de l'ordre. Mais quand vous la balancez, s'il y a des éléments qui reçoivent cette grenade ne s'esquivent pas tant qu'on reste sur place, on peut suffoquer. Ça peut véritablement suffoquer. Voilà. Et une grenade lacrymogène projetée à l'aide d'un canon, j'appellerais, ou un fusil, pardon? Bien sûr, c'est comme tout objet qui est au contact du corps. Si vous prenez ça au moment où on vous le projette, c'est dangereux pour vous. Parce que l'idéal veut qu'on balance la grenade, qu'elle tombe, qu'elle émette la fumée toxique pour faire fuir les gens. Mais si c'est dirigé contre une personne, effectivement, ça peut blesser et ça fait mal. Donc, dans une opération de maintien d'une foule, comment doit-on projeter des grenades lacrymogènes? Bon, c'est une affaire de spécialistes. Je n'ai jamais utilisé parce que nous ne sommes pas habilités à faire le maintien de foule. Mais pour ce que je vois faire, si vous voyez la foule qui est compacte, qui vient vers vous, autant la balancer à quelques mètres pour que ça émette cette fumée toxique de manière à ce qu'ils prennent ça pour partir, pour se disperser. Très bien. Alors, sur ce... Je vais m'adresser à la Chambre en anglais. While the document... Alors, certains de ces documents, messieurs, mesdames les juges, qui portent sur les armements du SECOS sont des documents qui ont déjà été versés au dossier. Je voudrais quand même attirer votre attention sur ces documents et tout principalement, il y en a un d'ailleurs que je voudrais citer parce qu'il y en a plusieurs, le CIV-OTP 0073 73 0215. You want it to be shown up? Le juge président, et vous voulez qu'on affiche ce document? Monsieur McDonald. Non, je voulais simplement rappeler à la Chambre que ce document a déjà été versé. Je ne vais pas le montrer maintenant, mais attirer votre attention sur ce document.
Alors, j'aimerais maintenant, vous avez parlé de 12,7 mm. Alors, j'aimerais appeler la pièce et qu'elle soit montrée aux témoins publics CIV OTP 0043 0226 et plus spécifiquement un document donc du 22 novembre 2010 Alors, il s'agit, comme on peut tous le voir, d'une demande du général Guy Bipoint au lieutenant-colonel, commandant de 1er bataillon d'infanterie d'Akwedo. Donc, premièrement, avez-vous déjà vu ce document? Non, c'est la première fois que je le vois. Alors, pourriez-vous confirmer s'il y avait effectivement un champ de tir à Akwedo et pourquoi est-ce que le SECOS devrait aller à Akwedo pour utiliser une 12-7 à votre connaissance? Je suis moi-même surpris par une telle demande. Monsieur le Président. Maître André. Monsieur le Président, nous soulevons une objection. Le témoin dit n'avoir jamais vu ce document. On peut tout au plus s'arrêter sur le point de savoir s'il y a un champ de tir à Akwedo. Ça, il n'y a pas de problème. Mais à demander au témoin pourquoi est-ce que, selon lui, le SECOS avait besoin d'utiliser ce champ de tir, on demande au témoin d'opiner. Nous soulevons une objection pour ce point. Je vais reformuler, Monsieur le Président. Please do so. En effet, faites ainsi, Monsieur MacDonald. Je peux retirer le document, de toute façon. Le témoin vient de le voir, là, mais y avait-il un champ de tir à Akwedo? Alors, quand moi j'y étais, il y avait un champ de tir. Mais on ne pouvait effectuer les tirs que jusqu'à 200 mètres. 200 mètres, on a même fait souvent tirer à la mitrailleuse des engins, mais en remontant un peu plus loin. Maintenant, avec la poussée de la ville d'Abidjan, le champ de tir d'Akwedo a disparu. Parce que les habitations ont pris la place. Et souvent, pour aller tirer, on allait à Lomo Nord pour effectuer les tirs. À Lomo Nord, dans la région de Tumodi. Now, just for the date, we say you... Le juge président. Juste pour préciser la date, parce que vous nous avez dit, quand moi j'y étais, il n'y avait pas de champ de tir, et puis vous nous dites par la suite, donc le champ de tir a disparu. Alors, quand vous nous dites quand j'y étais et puis plus tard, vous faites référence à quelle période en fait? Monsieur le Président, quand j'étais au bataillon blindé, on utilisait le champ de tir, mais devenu chef d'état-major des armées, il était difficile de tirer là parce qu'il y avait des habitations tout autour du champ de tir qui, en fin de compte, a fini par fermer. Actuellement, si vous allez, il n'y a plus de champ de tir, il n'y a que des maisons d'habitation là-bas. Thank you, Mr. Prosecutor. Merci, veuillez poursuivre, Monsieur le procureur. Et je vous poserai la question suivante. Non, j'y reviendrai. Je vais laisser le document de côté compte tenu de l'objection. Parlons maintenant des documents de... J'aimerais revenir, sur certains documents et plus spécifiquement la garde républicaine. Qu'en est-il des moyens de la garde républicaine?
et moyens organiques en termes d'armement. Donc là, au niveau de la garde républicaine, ils avaient des PA, pistolets mitrailleurs, des Uzi, ce sont des armes israéliennes, mais de petit calibre. Ils avaient des Kalash. Ils avaient aussi des RPG. Ils avaient les grenades. Au niveau des engins, ils avaient des engins blindés. Quel est le calibre, justement, d'un Uzi? C'est un armement de petit calibre. On peut effectuer des tirs jusqu'à 200 mètres. Excusez-moi, continuez. Je demande le calibre en millimètres. C'est de 9 mm en gros. 9 mm. Par rapport au reste des forces de défense et de sécurité, si on compare, comment était l'armement ou les quantités de l'armement de la garde républicaine? Et par rapport aux autres forces, la quantité doit être moindre, mais j'avoue que la garde républicaine a quand même suffisamment de munitions par rapport aux autres corps. Mais je ne suis jamais entré dans la soute à munitions, mais je sais qu'ils en ont. Voilà, la soute en munitions de la garde républicaine. Où se trouvait cette soute? Alors, cette soute se trouve donc dans l'enceinte du palais. Dans l'enceinte du palais, au côté nord-ouest du palais. À quel étage? Non, c'est une soute enterrée. Une soute enterrée. Alors, Madame le greffier, je vais présenter une vidéo qui est le CIV OTP 0048 1651. Toute la vidéo. Et également, il n'y a pas de transcrit. Et je vais vous demander de jouer toute la vidéo et après, quelques secondes avant la fin, on va revenir sur des images précises, ce que j'appellerais des still images. Voilà. Merci. Je vous demanderai de regarder. C'est le numéro 301 sur notre liste. Oui, on va regarder ici. Oui, c'est ça. It's marked confidential. The video is marked confidential. La greffière de nuance. La vidéo est confidentielle. It's public. It's already submitted on the record.
Donc, c'est les munitions de 5,56. Voilà.